Bienvenue dans ce tout premier numéro du Wargamoscope où nous allons vous présenter un wargame stratégique sorti en 2013 chez GMT et révisé en 2018, The Supreme Commander. The Supreme Commander est un jeu à l'échelle stratégique dont chaque tour de jeu représente environ 1 mois et demi de temps réel. À ce titre, le nombre de pions, corps d'armée ou armée, est très raisonnable au regard de l'étendue de la région couverte, et le système prend en compte les aspects périphériques aux opérations purement militaires. Les points de MSP, pour Military Support Points, forment un élément essentiel du jeu, dans le sens où ils représentent l'économie de guerre que chaque nation injecte dans le conflit. Ils sont tous produits par des centres urbains clés, nationaux ou capturés. Ces MSP sont investis dans la construction ou la reconstruction de nouvelles unités combattantes, de flottes, d'escadrilles, de fortifications, mais aussi dans le transport stratégique des unités terrestres, la montée en gamme technologique des différentes branches militaires ou encore des actions diplomatiques auprès des puissances mineures afin qu'elles rejoignent dans la guerre une nation majeure. Les niveaux technologiques des armées, qui simulent autant la course à l'armement que l'évolution de l'efficacité d'emploi des soldats et des matériels, sont à double tranchant. D'un côté, ils apportent des bonus lors des combats quand ils sont employés par des armées et s'ils sont supérieurs à ceux des troupes ennemies. Mais d'un autre côté, ils augmentent le coût de construction des unités militaires qui en bénéficient automatiquement. La guerre stratégique est simulée par des règles simples sur mer et dans les airs. À chaque début de tour de jeu, les joueurs peuvent choisir à tour de rôle d'engager leur flotte de surface et sous-marine dans ce type d'action, en les plaçant dans la zone maritime qui jouxte leur port d'attache, face cachée car certaines d'entre elles peuvent être des leurs. Là où de vraies flottes adverses sont révélées, 3 types de combats génériques peuvent être résolus. L'attaque de sous-marins contre les flottes de surface, l'affrontement entre les flottes de surface, la guerre anti-sous-marine. Enfin, les sous-marins survivants coulent des transports ennemis, symbolisés par la perte de points de MSP. Chacune de ces résolutions est effectuée par un unique jet de dés sur une table spécifique, et les flottes et Wolfpack survivants pourront par la suite tenter d'intercepter les unités militaires adverses qui traverseront leur zone en mouvement stratégique. Le bombardement stratégique est résolu de manière assez similaire, dans le sens où les unités aériennes de l'attaquant sont placées face cachée sur des centres de production adverses situés à portée de leur aérodrome, tandis que le camp ciblé fait de même avec ses escadrilles basées elles aussi à portée. Après avoir révélé ces unités et écarté les éventuels leurs, un combat s'engage entre les intercepteurs, les bombardiers et leurs escortes. Les bombardiers survivants larguent alors leurs bombes sur leurs cibles, éliminant chacun des MSP qui ne pourront pas servir à l'effort de guerre ennemi. La capture d'un centre de production ennemi entraîne immédiatement 2 événements importants. Tout d'abord, la nation qui s'en empare gagne 2 fois les MSP produits par la ville, simulant ainsi l'accaparement des stocks entreposés. Ensuite, sa production par tour de jeu augmente du montant des MSP produits par le centre capturé, tandis que celle de la nation envahie diminue d'autant, illustrant l'utilisation de l'outil industriel capturé par le vainqueur. Lorsqu'un pays a sa capitale et tous ses centres de production pris par l'ennemi, il capitule. L'aide américaine à l'Angleterre est également sous la forme de MSP, qui sont ajoutés à chaque tour à la réserve britannique et qui seront défalqués du stock US lors de leur entrée en guerre. Et l'aide par les convois de Mourmansk sont des MSP britanniques transmis à l'URSS, éventuellement diminués si l'Axe a des flottes en patrouille en mer Baltique. De son côté, l'Allemagne peut aussi transférer des MSP à l'Italie pour accélérer sa production de guerre. Les combats sont tous déclarés à l'avance et suivent les étapes suivantes. Les appuis aériens sont placés par les 2 camps concernés et les combats aériens sont résolus. Ensuite, une seule pile attaquante est désignée pour mener l'attaque, les autres unités adjacentes ne servant que de bonus d'appui selon certaines circonstances. Ici, il n'y a pas de ratio de combat à calculer, on fait simplement la différence entre les potentiels d'attaque et de défense des unités engagées,
éventuellement modifiés par divers facteurs tels que le terrain ou les niveaux technologiques concernés, que l'on reporte sur la table de résolution des combats. Le résultat final est exprimé en termes de pas de perte, dont une partie peut être absorbée en reculant. À noter que les corps blindés et les unités empilées avec eux bénéficient d'un second round de combat une fois tous les combats initiaux résolus, permettant ainsi de créer quelques percées potentielles. Point original, une armée autre que d'infanterie se compose de corps de différents types. Ainsi, lorsqu'une armée mécanisée ou blindée subit des pertes, elle perd ses capacités de choc, comme l'indiquent ses pions qui la constituent. Selon la même logique, il vous faudra rassembler au même endroit des corps de différents types pour constituer une armée blindée ou mécanisée. Ceci permet de simuler parfaitement les contraintes d'un débarquement massif de troupes. Chaque flotte ne pouvant transporter qu'un seul corps d'armée par tour de jeu, il vous faudra soit passer 3 tours d'affilée à acheminer petit à petit les éléments d'une armée entière sur des plages sécurisées afin de l'y reconstituer, soit patiemment construire et rassembler une flotte massive pour espérer avoir une armée complète et opérationnelle le jour J afin d'envahir d'un seul coup les côtes d'une nation. Les lignes de ravitaillement suivent les voies ferrées et routes principales qui sillonnent la carte et sont relayées par les puissantes unités de QG sur un rayon variant en fonction de la saison en cours. À ce propos, l'absence de marqueurs de contrôle peut générer quelques oublis gênants dans votre maillage logistique que votre adversaire saura à coup sûr exploiter à vos dépens. Restez donc vigilants. Bien que permettant pas mal de libertés stratégiques et diplomatiques avec l'histoire, The Supreme Commander comporte un corpus non négligeable de règles géopolitiques, de capacités spéciales et de contraintes propres à chaque grande puissance et certaines puissances mineures. Si cela permet de simuler le terrible hiver russe qui freina Barbarossa, l'arrivée des troupes sibériennes, la France de Vichy ou encore l'action de la résistance en territoire occupé, il faut reconnaître que l'on passe rapidement d'un jeu au système fluide et simple à la nécessité de constamment se replonger dans ses règles spécifiques selon l'époque jouée. À ce propos, 4 scénarios sont proposés. Du déclenchement de Barbarossa en 1941 jusqu'à la fin de la guerre, soit 26 tours de jeu. La même période, mais avec la zone limitée à l'Europe de l'Est. Du D-Day à juin 1945. Ou encore toute la guerre sur 52 tours de jeu, en commençant par l'invasion de la Pologne. Quand on sait qu'il faut une grosse heure pour jouer chaque tour, il vous faudra prévoir des parties allant de quelques sessions pour les scénarios les plus courts, à plusieurs jours pour la grande campagne. Et c'est là que Supreme Commander risque de rebuter pas mal de monde, dans une période où une grande majorité des joueurs préfèrent des parties qui se bouclent en une journée maximum. Ceci est vraiment dommage, car The Supreme Commander regorge réellement de qualités et d'astuces de simulation. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.